Pourquoi des gens croient que Goku bat Superman? Depuis l'ascension de DBZ en Occident, le shonen prit un statut tellement prestigieux qu'il fut rapidement comparé à l'icône même du style héroïque, Superman. Depuis, les débats font rage. Qui est le plus puissant, le fils de Krypton ou le Saiyan terrien? Les plus jeunes s'accordent à dire que c'est Goku. Est-ce vrai? Mais surtout, pourquoi pense-t-il ça? Premier point, l'objectif des personnages. DBZ est différent de Dragon Ball. La quête des boules de cristal laisse petit à petit place à la quête vers la puissance. Les combats sont au centre de l'intrigue, on y voit les guerriers s'affronter principalement pour voir qui est le plus fort. Goku veut éliminer la menace, oui, mais plus important encore, il veut le faire à la loyale. Superman ne partage pas cet objectif. Il s'agit d'un être surpuissant qui essaye de vivre sa vie parmi les mortels. Les combats ne sont qu'un produit secondaire de son réel but, sauver des gens. À l'ascension du comics, la question était rarement s'il était assez fort pour vaincre l'ennemi, mais plutôt s'il allait pouvoir les vaincre tout en sauvant les victimes, préserver son identité secrète, et surtout, va-t-il garder son intégrité sans basculer du côté obscur? Réfléchissez bien. Essayez de vous rappeler du nombre de fois où vous avez vu Goku sauver des civils d'une chute mortelle ou d'une explosion. Ça n'arrive pas si souvent, hein. Voilà pourquoi Superman est un symbole de la paix, et Goku un bagarreur anonyme qui cueille des radis. Les légumes, hein, pas son frère. On cueille la graillance, mais on laisse le sang de la veine sous terre. Cette différence fondamentale va avoir un impact direct sur un autre facteur majeur. Le deuxième point, la mise en scène. Les combats étant au centre de l'intrigue, Toriyama a totalement innové la mise en scène des affrontements, passant de simples combats d'arts martiaux cartoonesques à des combats aériens tridimensionnels où il joue sur la distance, l'échelle et le découpage pour emphaser les exploits des adversaires. Regarde ces rayons lumineux et cette chorégraphie! Ils ne se battent plus comme des humains, on dirait des batailles navales entre des vaisseaux spatials de Star Wars! Et la force est clairement avec eux! Les premiers écrits du Kryptonien se rapprochent étrangement des débuts de Dragon Ball avec des exploits basés sur la force brute plutôt que la force de combat, comme soulever des objets extrêmement lourds ou faire le tour de la Terre en une seconde, comme Goku qui traverse l'océan à la nage ou qui grimpe jusqu'à la Lune. Des démonstrations de force tellement absurdes que ça en devient presque comique. Dans Superman, on montre la puissance surtout avec des images fixes. Dans DBZ, on suggère surtout la puissance avec le découpage. Quand tu vois Goku apparaître derrière son adversaire alors qu'il était devant dans la case précédente, ça laisse plus de place à l'imagination du spectateur pour s'imaginer à quel point il est rapide. D'ailleurs, on voit clairement que les adaptations modernes des comics se sont inspirées des techniques de mise en scène de l'animation japonaise. Et le résultat est génial! On peut comparer les méthodes de Toriyama au Batman de Nolan. Quand Batman disparaît subitement quand Gordon lui parle, ça n'a aucun sens physiquement, mais dans le découpage, c'est vachement classe et le spectateur peut s'imaginer comment il s'est éclipsé. Ça donne de l'aura au personnage. La cohérence physique nous amène aux deux prochains points, la censure et l'hyperbole. Bien que les designs soient moins grotesques et plus terre-à-terre que dans Dragon Ball, Toriyama introduisait à des moments clés des codes de vieux cartoon dans ses mouvements. Le cartoon, c'est l'art de l'exagération. Les expressions du visage ou même la tête qui devient 2 fois trop grande. Un outil très dangereux qu'il faut utiliser avec parcimonie mais que Toriyama maîtrisait à la perfection. Grâce à celui-ci, on peut exagérer les impacts, avec des coups de poing qui peuvent déformer ton visage ou brièvement distordre ta colonne vertébrale. Exagérer la résistance de l'air pour donner l'impression d'une vitesse supersonique. Mais si on utilise cet outil trop souvent, on perd de la vraisemblance. On ne s'inquiète pas pour Bugs Bunny parce qu'il est virtuellement indestructible. Peu importe ce qui lui arrive, il s'en sort indemne. Erreur que ne fera pas le mangaka, il montre les conséquences. Les personnages et leurs vêtements sont de plus en plus déglingués après chaque échange. Et on nous montrait du sang. Le sang, bon sang! Ils crachaient leurs boyaux à chaque coup. Les Goku! Goku! En revanche, les chara-design des personnages des aventures de Clark Kent étaient plus sobres, plus rigides. Les impacts ne déforment pas réellement l'apparence des personnages. Les coups de poing faisaient souvent connexion hors champ, et on ne montrait que rarement des blessures ou déchirures. Cette censure donne l'impression que les combats peuvent durer éternellement. Et enfant, on ne comprenait pas pourquoi par moments Superman n'arrivait pas à se relever alors qu'il a l'air indemne. Mais tout ça ne répond pas à la question. Qui est le plus fort? C'est simple, ça dépend de l'auteur. La force de Superman a toujours fluctué dépendant de l'adaptation. Dans l'une, il détruit des galaxies en éternuant, et dans l'autre, il galère à soulever une tourelle. Parce que l'ampleur de sa force n'est qu'au second plan de l'histoire. L'histoire de Goku, c'est celle d'un mec pur qui cherche encore et toujours à repousser ses limites au point de rivaliser avec des dieux. L'histoire de Superman, c'est celle d'un homme qui n'a virtuellement pas de limites, mais qui essaye de vivre parmi nous. Son histoire soulève la question, peut-on être tout puissant et bon, ou est-ce que le pouvoir corrompt? Ou encore, le pouvoir ne fait-il que réveiller le pire qui vit en chacun de nous? Est-ce qu'un dieu peut vivre parmi les insectes? Ces deux figures emblématiques nous montrent des aspects différents du pouvoir et de son acquisition. Au lieu de feuilleter chaque page des œuvres pour trouver la bonne réponse au débat, nous devrions nous poser les bonnes questions.